Il y a les grands films de science-fiction dont tout le monde se souvient. Jurassic Park, Alien, Blade Runner, Star Wars, c'est des films qui sont suranalysés, qui sont copiés, rebootés, remakés à l'extrême. Alors, il y a ces films-là, et puis, il y a les autres. Ces films de science-fiction ambitieux, étranges, qui ressemblent à aucun autre des films qui ont existé, et qui ont disparu. Avalés par le temps, ou alors écrasés par un blockbuster plus fort que lui, ou alors juste sorti la mauvaise semaine, ou tout simplement oublié tout bêtement. Aujourd'hui, on va parler de ces films-là. Bienvenue dans les films fantômes de la science-fiction. C'est une série où on part à la recherche des œuvres qui ont hanté un genre ou une décennie avant de juste s'évaporer. Alors, pourquoi ils ont disparu? Qu'est-ce que ça dit des films en question? Qu'est-ce que ça dit de l'industrie qui les a produits? Qu'est-ce que ça dit en l'occurrence de la vision de la science-fiction? Et surtout, est-ce que ces films ils méritent vraiment d'être redécouverts en fait? Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 films que j'ai découverts pour cette chronique, et je me suis replongé à la recherche de ces films fantômes de la science-fiction. Et juste avant, si vous aimez le ton de cette vidéo, évidemment, faut vous abonner. Vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine. Il y a plein de gens qui sont pas abonnés, qui regardent cette vidéo. Les amis, toutes les vidéos sont comme ça, faut vous abonner. Et on va commencer directement avec un film que j'ai découvert sans trop savoir à quoi m'attendre. Et je visualisais quand même une espèce de série Z au milieu un peu sympa. Grosse surprise quand même. Ce film, il s'appelle Les Maîtres du Monde. Avec Les Maîtres du Monde, on est typiquement dans ce genre de film oublié qu'on retrouvait à 2€ dans les packs VHS ou DVD, et film qui paye pas de mine, mais franchement c'est une très belle surprise en fait. Alors le pitch il est tout simple, c'est des agents gouvernementaux qui débarquent dans une petite ville après l'apparition d'un ovni, et qui comprennent très vite que la menace, c'est pas vraiment un truc qu'on pourrait imaginer en fait. C'est pas l'ovni en question, c'est pas un laser géant, c'est pas une armada d'extraterrestres dans le ciel ou une invasion hyper spectaculaire à la Roland Emmerich, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, c'est des espèces de créatures venues de l'espace qui sont capables de se coller au corps et de les manipuler, donc de manipuler les humains pour en faire leur pantin. Alors évidemment on pense direct à l'invasion des profanateurs de sépultures, c'est évident, avec cette idée du voisin ou du collègue ou de l'amoureux, l'amoureuse ou de l'ami qui est exactement le même sur le papier, mais qui n'est plus lui-même en fait. On a beaucoup parlé sur la chaîne de l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est la référence de tous les films d'invasion extraterrestre un peu type paranoïaque, et si la filiation elle est évidente, et honnêtement elle aurait même pu, et je pensais que ça allait être ça, condamner le film, en fait, Les Maîtres du Monde prend un chemin beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. En fait, il y a un parti pris que je trouve être assez efficace, c'est que le film il est ultra direct en fait. Il va pas passer 3 plombes à faire son exposition ou même à poser son concept. Ça démarre fort, ça va très vite. Un peu en fait comme s'il avait conscience qu'avec son pitch, il arrive peut-être un peu tard dans un espèce de sous-genre, l'invasion extraterrestre paranoïaque, qui est déjà un peu balisé. Et donc lui, il va falloir qu'il mise sur l'efficacité pure. Donc t'es pris dans l'ambiance directe, il y a un vrai sens du rythme, quelques idées franchement bien exploitées, et surtout cette ambiance très 90s en fait, où le film d'action devient thriller paranoïaque, puis horreur biologique, puis thriller politique, enfin tout se mélange quand même assez parfaitement je trouve. Et puis c'est quand même assez spectaculaire, faut le dire, il y a quand même une vraie générosité dans le spectaculaire, dans les effets visuels, aucune prétention, une efficacité permanente, j'en demandais pas vraiment plus. Alors c'est peut-être pas un chef-d'œuvre perdu, mais c'est exactement le genre de film qui connaît son boulot et qui s'exécute, qui aurait mérité je pense bien mieux que l'oubli, parce que on est quand même sur une petite série B parano assez sympa, qui est solide, qui est nerveuse, clairement, ça ne se refuse pas. Keep your doors and windows locked. Don't let anyone into your home, even if they appear to be a friend. And if you absolutely have to venture outside, stay away from crowds. Ok, alors deuxième film, gros morceau là. Gros morceau que je vous propose. Sorti en 1989, réalisé par Konstantin Lopuszowski, j'espère ne pas écorcher son prénom, mais ce gars il est assistant réal de Tarkovsky sur Stalker. Pas rien déjà, et vous allez voir ça se voit. Je vous propose un film de science-fiction complètement fou qui s'appelle Le Visiteur du Musée. Alors,
Alors, sans plus de cérémonie, le film nous projette dans un futur complètement ravagé par une catastrophe écologique dont on ne saura presque rien, et c'est toute l'idée du film. Je veux dire, dans ce film-là, l'apocalypse n'est pas raconté comme un événement spectaculaire, mais comme une évidence en fait, comme une espèce de suite logique, le résultat logique de l'humanité. Donc il y a quasi plus aucune civilisation, et dans ce monde qui est constitué de déchets et de ruines industrielles, on va suivre un homme qui va entreprendre un voyage. Ce voyage, c'est celui de rejoindre un musée qui est englouti sous la mer. Et donc on va suivre son odyssée dans ce monde post-apocalyptique, on va le voir avancer au milieu des survivants, des mutants, des croyants, des désespérés, et peu à peu, ce simple visiteur et son espèce de voyage prend des allures de... Ça devient un peu un espèce de prophète complètement paumé, une sorte de messie, et son voyage devient un espèce de voyage initiatique, une espèce d'odyssée dans un monde assez fascinant, je trouve. Et évidemment, l'ombre de Stalker, les amis, vous allez la voir partout. Je pense que vous l'avez vu aux images. Elle plane partout, cette ombre-là. Et puis même, on retrouve cette idée, en fait, d'un lieu interdit, d'un lieu qui est presque sacré, où l'homme va sans aucun but réel, mais juste parce qu'il y va poussé par une étrange nécessité, en fait. Je veux dire, c'est très similaire dans l'idée. Mais attention, ça n'aurait aucun intérêt si c'était juste une pâle imitation. Là, on est sur un film qui me paraît être un peu plus sale, plus malade, plus désespéré, je dirais, que Stalker. Il est traversé par une espèce de fièvre religieuse, presque écrasante. C'est d'ailleurs ce que devrait être Dune 3 si Villeneuve avait des couilles, parce que vraiment, Dune Messia... il y aurait à s'inspirer de ce film en vrai. Pour ceux qui ont lu les livres, vous savez de quoi je parle. Et alors là, oui, c'est écrasant, c'est parfois très appuyé, c'est évidemment beaucoup moins subtil que ne l'est Tarkovsky, mais c'est quand même souvent sacrément puissant. Enfin, je veux dire, il y a quand même des visions d'une puissance folle, des paysages décomposés, des ruines contaminées, une ambiance hyper sèche, une bande sonore composée de musique drone. Alors le film, il a ses longueurs, il a ses petites lourdeurs symboliques, il a ses petits excès bibliques, oui, d'accord. Mais il a quand même une âme et un cachet assez exceptionnels. Et c'est vraiment un film à découvrir. Bon, alors on s'est bien régalé avec ce film de science-fiction soviétique complètement oublié. Bon, si je vous ramenais chez nos Américains pour un truc complètement bourrin, est-ce qu'un film de SF ultra bourrin avec une grosse bestiole qui défonce tout le monde, ça vous ferait pas plaisir en vrai? Eh ben ça tombe bien, et je pense que je vais peut-être rappeler quelques petits souvenirs de jeunesse, parce que, alors, j'ai un peu triché. Ce film, je l'avais vu quand j'étais gamin, sur M6, mais j'en avais vraiment zéro souvenir, et du coup, c'est un peu comme si je le redécouvrais, d'ailleurs c'est complètement une redécouverte pour moi. Ce film, c'est Créature. Vous vous souvenez de La Bête? Je vous en avais parlé là, il y a quelques mois, années sur Intercut. Ce téléfilm des années 90 où il y a un calamar géant qui défonce tout le monde. Téléfilm de 3 heures qui a dû traumatiser pas mal de gamins des années 90. Bah là, on est un peu dans la même idée. C'est aussi un téléfilm qui a dû faire flipper pas mal de gamins au début des années 2000. Un gros téléfilm de monstres où on est dans les Caraïbes. On va suivre un spécialiste des requins qui vit un peu en marge avec son ex-femme et son fils. Et quand un pêcheur est retrouvé complètement déchiqueté, bon bah évidemment, tout le monde pense immédiatement à un requin, sauf que lui c'est un spécialiste, alors il comprend vite qu'on n'est pas simplement sur un petit requin tranquille un peu affamé, mais qu'on est face à une créature terrifiante, plus étrange, plus hybride, plus contre nature. Alors bon, il y a rien de révolutionnaire sur le papier, c'est même du pur carburant de série B, ce pitch-là, mais le film a quand même une sacrée qualité que je n'avais pas soupçonnée, c'est-à-dire qu'il prend son temps. Il installe son décor, il installe ses petites tensions, il installe son personnage, il installe son mystère et crée en fait son petit monde tropical dans lequel il lâche d'un coup une créature horrible. Et en fait, je trouve que ce film, il appartient à une époque où le petit téléfilm de monstres pouvait avoir une vraie gueule et une vraie ambition. En fait, Créature, il repose sur un plaisir très concret de cinéma de monstre, en fait. Il se régale à cocher toutes les cases et il le fait bien. Il fait tout bien, quoi. Je veux dire, les décors caribéens, ils donnent au film une vraie ampleur visuelle. Franchement, regardez-moi ça, c'est un téléfilm et il roule quand même sur pas mal de productions hollywoodiennes à 150 millions d'euros, quoi. Je veux dire, il y a un cachet. Alors oui, il y a aussi des cache-misères. Évidemment que les scènes nocturnes sont très très noires parce que comme ça, on camoufle un petit peu les effets spéciaux. Évidemment qu'il y a des petits cache-budget comme ça. Mais on sent une volonté de créer une atmosphère, pas seulement d'empiler des attaques pour satisfaire le spectateur, quoi. Et puis surtout, il y a la créature. Et
là, pour moi, c'est représentatif de la volonté de se casser un peu le dos, quoi. La créature, c'est de l'animatronique, un monstre en animatronique qui est massif, donc on sent l'organique, en fait, on sent le tangible, on sent le concret, une espèce de bestiole entre requin, dauphin, mutation humanoïde, enfin, il y a une vraie générosité dans cette bestiole, comme dans tout le film, un vrai amour du monstre, et cette sensation un peu précieuse, je trouve, de voir une série B, comme ça, avec un pitch pareil, se casser un peu la tête pour satisfaire son public. Moi, je trouve ça trop bien, quoi. Franchement, moi, j'adore ce genre de film et je suis très content d'en parler ici. Alors, quatrième film, on va aller vers de la science-fiction française, cette fois. Et j'ai un film très très particulier, faut être prêt, hein, vous allez vite comprendre. Ce film, il s'appelle Les Soleils de l'île de Pâques. 6 personnes de nationalités différentes et ne se connaissant absolument pas reçoivent simultanément un message codé qui les invite à se rendre à l'île de Pâques. Ils se retrouvent donc sur l'île où ils assistent à la manifestation cosmique des soleils, des êtres venus de l'espace, et ce groupe aura pour objectif, tout bêtement, de percer quelques-uns des grands mystères de l'humanité, rien que ça. Et sur cette base, qui est quand même une sacrée base, le film il empile des visions, des hypothèses, des discours, des digressions quasi documentaires sur les civilisations disparues, sur l'énergie solaire, sur les ruines, sur la violence moderne, sur la fin d'un monde industriel et capitaliste. Enfin, les gars, ça part dans tous les sens. C'est de la science-fiction, ouais. C'est une science-fiction qui est très très bavarde, très cérébrale. C'est vraiment la forme d'un docu-fiction presque ethnographique en fait. Et c'est une forme très très étonnante au vu du pitch, mais c'est vraiment un film assez dingue, hein. Qui permettait à des êtres venus d'un extrême ailleurs de tenter un contact avec les hommes de la Terre. Clairement, Les Soleils de l'île de Pâques, c'est pas une grande œuvre limpide, putain, je suis, il fait 40 degrés quand j'enregistre cette vidéo. Je pars dans tous les sens. Les Soleils de l'île de Pâques, c'est pas un film très limpide. C'est encore moins une œuvre parfaitement maîtrisée, faut pas vous attendre à ça, hein. Les comédiens, ils jouent souvent comme s'ils déclamaient, c'est très théâtral, mais j'aime assez en fait cette mise en scène, cette musique électronique ultra bizarre, et derrière cette raideur, il y a un côté très brut, il y a quand même une vraie étrangeté, il y a des images de l'île, des visages, des statues, évidemment, des paysages qui finissent en fait par créer un vrai sentiment de mystère, qui est renforcé évidemment par la bizarrerie du pitch. Pitch hyper ambitieux, mais on est vraiment... faut imaginer en fait qu'on est plus proche d'un film de Jean Rouch que de Steven Spielberg, enfin on n'est pas sur Disclosure Day les gars, hein. Et du coup on se doute bien aussi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que ce film ait été un peu oublié, c'est même normal en fait, mais du coup c'est le genre de curiosité que j'aime beaucoup remettre en avant, c'est mon travail, et du coup je suis content d'en parler, très content de parler de ce film là, je crois pas que je le vois très peu souvent cité, je suis très content de l'avoir découvert et de vous en parler aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous ramener dans le post-apo. Vous savez que j'adore ça. Là, on a vu un gros post-apo soviétique. On va voir ce qui va se passer chez nos Américains, là. J'ai un gros morceau pour vous. Un film qui s'appelle The Noah. Bon, sur le papier, on est totalement dans le film qui reproduit, l'angoisse typique des années 70. La Troisième Guerre mondiale a irradié la planète, l'humanité a été balayée, et Noah, soldat américain, échoue, qui est sur une île qui est miraculeusement épargnée. Et autour de lui, sur cette île, plus rien. Et autour de lui, sur cette île, plus rien, quoi. Des traces, quelques objets, un camp chinois abandonné, quelques restes d'une civilisation éteinte. Bon, je veux dire, il semble seul et condamné à errer dans un monde complètement vide. Et du coup, à partir de là, on pourrait s'attendre à une espèce de Robinsonade, genre voilà, Robinson Crusoe post-apocalyptique. Vous voyez un peu le truc, seul au monde, quoi. L'histoire d'un homme qui reconstruit un semblant de vie alors qu'il est au bord du néant, tout seul, tout perdu. Mais très vite, le film devient autre chose, en fait, parce que ce soldat, en fait, il accepte pas la réalité. Il accepte pas sa condition. Alors il va se créer un monde imaginaire, une compagnie imaginaire, une société imaginaire qui va se diversifier, qui va se multiplier, en fait, dans sa tête, jusqu'à devenir hyper présente, hyper envahissante. Et en fait, le gars va vraiment créer toute une civilisation, et je pense que vous allez voir, rien qu'au travail du son et aux quelques images que j'ai montrées, qu'on est sur un film très atypique.
Et c'est là qu'en fait The Noah devient un film aussi qui est assez éprouvant. Le film repose clairement sur un seul homme, qui est joué par Robert Strauss, qui est assez génial d'ailleurs, et on pourrait penser que l'obstacle principal du film, ce sera, la radiation nucléaire, la guerre, la folie qui guette le bonhomme, mais pas du tout en fait. C'est le son, l'obstacle. C'est le son l'ennemi en fait. Les voix vont surgir, se répondre, se multiplier dans sa tête, s'entasser dans l'espace mental du personnage jusqu'à devenir complètement inaudible. En fait, c'est un capharnaüm permanent. C'est assez fou, hein. C'est un film assez radical dans son traitement du son, dans son traitement du personnage. C'est hyper too much, c'est parfois usant, et The Noah pousse le spectateur dans ses limites, hein, vraiment. Mais en fait, c'est difficile de vous parler de ce film. J'ai pas trop envie de vous en dire, j'ai pas envie de trop vous en montrer. Je préfère limite montrer les extraits, et si vous êtes intéressé, foncez, parce que c'est quand même une sacrée expérience. C'est très intéressant le fait que ça existe, parce que c'est plaisant de voir un film post-apo qui pousse son personnage à bout réellement. On n'est pas sur une Robinsonade genre Seul au monde, très hollywoodienne, très Oscar. Là, on est sur quelque chose de très déplaisant, mais comme l'est l'Apocalypse en fait. Donc oui, The Noah, gros film. Évidemment pareil, par sa spécificité, je comprends qu'il a été oublié, mais c'est du coup un grand film à réhabiliter en fait. L'arrivée du général de Gaulle sous l'Arc de Triomphe a été saluée par le cri du capitaine Schumann. Allons enfants de la patrie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important. On est très actifs sur cette chaîne. On n'oublie pas non plus qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et où chaque don aide énormément, vraiment. Je suis aussi sur Instagram, très actif, le lien est en description. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.